Voilà le micro. Normalement, ça doit être bon. Ouais. Ah, t'es branché. Je ok. suis branché. Super. Donc je vous présente Raphaël Doucet, spécialiste SEO, et il va nous faire une super présentation sur la console. La Search Console. La Search Console. Voilà. Merci François. Bravo. Bonjour à tous. Merci déjà au GDG pour l'invitation et Google pour l'accueil dans les locaux. Comme François l'a évoqué tout à l'heure, je suis le seul non-googleur de la journée. Donc je suis à la fois surpris, entre guillemets, agréablement et du coup un petit peu stressé, on va dire. Donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est que je vais avoir peut-être une autre vision et une autre approche par rapport aux autres intervenants, parce qu'on va dire que moi je suis de l'autre côté de la barrière. Je ne suis pas chez Google, j'utilise, on va dire, Google. Donc voilà, je vais avoir une approche qui va peut-être être différente de ce qu'un Googler aurait pu dire ou faire. On va essayer de voir un petit peu si on est raccord sur plusieurs points. Petite présentation rapide, vous avez mon site, le Visibility Live Camp, donc c'est un event que j'ai monté il y a 4 ans. En gros, c'est 2 jours de conférence auxquels vous pouvez assister directement de chez vous. C'est un webinaire. Il y a une petite promo juste pour ceux qui sont là et qui sont intéressés à la fin du slide. Donc voilà, vous pouvez me suivre Google+, surtout sur Twitter. C'est là où, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pourrez me trouver. La Search Console, c'est quoi? Tout à l'heure, François l'évoquait, il avait un petit peu de mal à retrouver justement le nom. C'était les fameux anciens Google Webmaster Tools qui ont disparu, si je ne dis pas de bêtises, enfin disparu, qui ont été renommés juste avant l'été en Search Console. Pourquoi c'est intéressant? Moi, je considère qu'en gros, c'est le seul outil de communication officiel de Google sur la santé de votre site. Si vous voulez avoir des informations précises, concrètes et réelles sur la santé de votre site, il n'y a que ce moyen-là, on va dire, d'avoir ça rapidement et de manière fiable. On va faire un petit test dans la salle qui a ou travaille pour un site internet. Levez la main, on lève la main tout le temps tant qu'on n'est pas concerné. Qui a enregistré son site sur la Search Console? Ok. Qui consulte sa Search Console? Ouais. Qui utilise les données? Quand je dis utiliser, c'est pas juste les lire. Hein. Non, je précise. Ok. Bon, ça a déjà pas mal écrémé. Voilà, en gros, c'est ce que j'avais dit. Il va rester, à mon avis, moins d'un quart de la salle qui aura encore la main levée. On n'a peut-être pas forcément le temps, sinon j'aurais pu demander pourquoi vous n'utilisez pas. Ça aurait pu être sympa. C'est une grosse erreur, à mon avis, mais bon. Vu que je ne savais pas trop, entre guillemets, le public d'aujourd'hui, on va faire un petit récap rapide sur les procédures d'installation, etc., ce que ça peut vous apporter. En gros, une fois que vous êtes connecté avec un compte Gmail, vous vous rendez sur la Search Console. On va vous demander d'authentifier votre site. Pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Celle que je préfère, c'est l'import d'un fichier HTML. Donc vous avez juste le fichier à uploader à la racine et directement la reconnaissance va se faire. Une fois que ça va être fait, vous allez avoir les infos qui vont remonter dans votre Search Console. Les autres méthodes dont je parlais, on a balise HTML, fournisseur de nom de domaine, Google Analytics, Google Gestionnaire, etc. Voilà. Après, chacun fait avec ses affinités. Je vous laisse choisir. La première chose à faire, on en parlait encore tout à l'heure avec Vincent, c'est de configurer les alertes pour votre console. En gros, c'est un petit truc qui est tout bête, ça va vous prendre 30 secondes. Une fois que vous enregistrez vos alertes, vous allez recevoir directement par mail tout ce qui va se passer, entre guillemets, d'incohérent sur votre site. Ça peut être une augmentation subite d'erreur 404 ou d'erreur 500. Ça peut être une pénalité que votre site a pris, une action manuelle, on va dire plutôt. Et Google vous avertit via la Search Console et donc directement par mail. Donc ça, si vous bossez sur des sites, faites-le, ça ne mange pas de pain et au moins vous êtes sûr de rien louper. Je suis consultant SEO, j'arrive encore à apprendre à des clients que leur site a une pénalité. Eux ne le savaient pas parce qu'ils sont inscrits à la Search Console, mais jamais ils vont la voir, jamais ils ont mis une alerte en place, etc. Donc je trouve ça quand même assez gros, entre guillemets, quand on bosse dans le web, qu'on a un site, et c'est ce qui nous rapporte de pas se tenir informé là-dessus.
Donc voilà un petit peu le processus. Vous avez le choix entre plusieurs options pour être averti. Il y a tous les problèmes ou alors juste les problèmes majeurs. J'ai plus la dénomination exacte. Mettez tous les problèmes, ça mange pas de pain. Google va pas vous spammer à foison. Il va vous avertir juste des choses qui sont intéressantes à surveiller. Donc GSC, l'abréviation pour Google Search Console, ce sera plus rapide. Pourquoi s'en servir et pour quels objectifs? La Search Console, elle peut avoir vraiment différentes utilités pour possesseur de site. Donc ça va être se protéger, surveiller des pénalités et y remédier, optimiser et vérifier la conformité de son site par rapport aux exigences moteurs et utilisateurs. Tous les points là vont être déclinés juste après. Pour ce qui est de la protection et de la sécurité, c'est relativement en vogue en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité début septembre. Il y a eu une recrudescence de piratage de comptes à la Search Console. Donc il y a des vrais problèmes de sécurité. Là, on parle de problèmes de sécurité sur la Search Console, mais aussi sur les sites, surtout sur les sites d'ailleurs. Contrairement à ce que certains prétendent, on n'est vraiment pas dans un monde de bisounours. Il existe certains secteurs, on va dire, concurrentiels et économiques sur le web où, entre guillemets, tout est permis, quoi. C'est sans foi ni loi. Quand on n'arrive plus à monter, entre guillemets, son site, pourquoi ne pas regarder à faire descendre celui de devant, quoi. Il y a des actions de négative SEO qui sont régulièrement mise en avant, malheureusement, entre guillemets, mais il faut savoir que ça existe. Tous les jours, il y en a, certains secteurs, en gros, c'est légion, c'est une coutume, vous ne pouvez pas faire autrement. Je ne cautionne pas du tout, je précise. C'est très, pour moi, c'est, entre guillemets, on est dans l'illégalité. Et surtout, derrière, il y a des vies qui sont en jeu, il y a tout un système économique. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire bien en restant dans un cadre courtois. Pour ce qui est du native SEO, l'une des techniques, ça va être, entre guillemets, de spammer un site avec des liens peu qualitatifs, avec des encres, on va dire, par exemple, très optimisées et en grande quantité. Là-dessus, avec Google, c'est là où on va être en désaccord. Si vous demandez à Google, est-ce que le native SEO existe, on va vous répondre que non, ça n'existe pas. En tant que SEO, on constate des choses qui sont un petit peu différentes. On voit très bien des sites qui prennent des grosses claques par rapport à des actions qui ont été faites par des personnes tiers. L'une de celles-ci, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment de l'apport de liens pourris, entre guillemets, sur le site concerné. Alors, il faut être, entre guillemets, patient, malin, etc. Vous pouvez très bien diluer ça dans le temps. Et malheureusement, ça fonctionne plutôt très bien sur certains sites qui n'ont pas la bouteille, entre guillemets, pour encaisser ce genre de choses. Donc il faut savoir que ça existe. Le seul moyen de le vérifier, c'est de passer par la Search Console. Vous allez me dire, ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour les liens, il existe plein d'outils, Ahref, Majestic, sauf que quand on en est à ce stade-là d'action, les gens sont assez malins, entre guillemets, pour cacher les liens, les cloquer, ne pas les rendre visibles sur les outils d'analyse de backlink traditionnels. En gros, le seul qui peut quasiment voir les liens, c'est Google. Et vu que le seul moyen d'interroger Google à ce niveau-là, c'est dans la Search Console, là, vous pouvez voir un petit peu si vous êtes victime d'une attaque de native SEO. Comment ça va se traduire? Vous allez vous retrouver avec des liens qui vont apparaître de nulle part sur des sites russes, des forums chinois, tout ce que vous voulez, des choses comme ça. Donc quand vous voyez ce genre de choses apparaître et que ce n'est pas vous l'auteur, ou vous, votre agence ou quoi que ce soit, logiquement ça ne devrait pas être le cas, commencez à, entre guillemets, prendre vos précautions et nettoyer, etc. Pour vous en prémunir. On a un autre exemple, c'est le piratage de sites. Je pense que tout le monde a déjà vu, à mon avis, au moins une fois, quand il a fait une recherche sur Google, la fameuse petite ligne en bleu qui vous indique que ce site a été piraté. Alors ça peut... Il y a des degrés, on va dire, de gravitude, on peut dire ça. En clair, soit vous pouvez avoir juste le message d'avertissement, ça n'a pas d'impact direct sur, on va dire, le ranking. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant qu'internaute lambda ou utilisateur, si je veux aller visiter un site ou acheter quelque chose, si je vois un petit message comme ça là-bas dessous, je ne suis pas super confiant quand même pour aller lâcher mon numéro de CB et acheter la chose pour laquelle j'étais venu, quoi. Donc voilà, pareil, si vous possédez un site, vérifiez ce genre de choses, vous allez le voir, à la fois dans les SERP, mais aussi
dans l'espace, enfin on va dire dans l'onglet problèmes et sécurité de la Search Console. Donc là, pareil, pensez soit de consulter régulièrement, soit si vous avez configuré vos alertes correctement, la Search Console vous préviendra directement comme quoi votre site a subi quelques dommages. Google va même plus loin, entre guillemets, puisqu'il vous indique aussi le processus et la procédure à faire pour nettoyer votre site, où chercher, quoi chercher, comment faire et les actions à entreprendre une fois que vous avez fait le nettoyage pour demander on va dire une reconsidération à Google et lui signaler que le piratage, entre guillemets, a été éradiqué sur votre site. Donc ce que je vous disais là, tout à l'heure, en préambule, la grande mode là, qui a été relayée par les médias, c'est le piratage de comptes de la Search Console. En gros, des sites qui étaient soit déjà enregistrés sur la Search Console, soit qui ne l'étaient pas, des petits malins se sont amusés à injecter soit des lignes de code par rapport aux différents processus d'inscription qu'on peut faire. Ils ont utilisé l'un de ces processus, mais pour eux. Soit ils ont injecté un fichier directement sur votre serveur, soit ils ont pu modifier votre code source et changer les balises HTML dans votre en-tête. Pourquoi ils font ça? Simplement parce qu'en faisant ça, ils se déclarent entre guillemets propriétaires du site. C'est-à-dire que derrière, ils ont tous les droits d'accès et ils peuvent prendre tout un tas de décisions et d'actions directement sur la Search Console par rapport à votre site. Alors les personnes qui font ça, souvent, là on est vraiment dans du hack. On retrouve très souvent les mêmes, on va dire, les mêmes thématiques, à savoir tout ce qui va être les thématiques adultes, tout ce qui va être le Viagra, le poker ou des choses comme ça. Les gens se servent un petit peu de ça, soit pour faire des redirections directement sur votre site et pointer vos pages vers les leurs, et ils peuvent carrément même vous interdire à vous l'accès. Selon les droits qui se sont octroyés, ils peuvent carrément vous supprimer vos droits. C'est-à-dire que vous allez galérer comme pas possible pour pouvoir reprendre la possession, entre guillemets, de votre site. Donc, une petite chose qui est à faire, si vous ne voulez pas les trifouiller sur votre serveur, etc., dans les utilisateurs et les propriétaires, vous pouvez voir un petit peu tous les comptes qui ont un droit d'accès et de regard à votre Search Console. Donc si du jour au lendemain, je ne sais pas, vous voyez un email apparaître qui vous dit strictement rien si vous n'avez pas donné accès à quelqu'un, commencez à vous poser des questions et faites vite un nettoyage. Donc on arrive un petit peu sur ce genre de page. Donc là on voit que c'est mon mail entre guillemets qui est autorisé et propriétaire, il y en a un autre. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport à la protection, c'est par rapport aux actions manuelles de Google. Vous avez une rubrique qui va directement, là aussi, recenser si Google a pris une décision et une action contre votre site. Logiquement, sauf cas de négative SEO, mais si vous avez un petit peu joué avec la ligne jaune, vous ne devriez pas être surpris de voir ce genre de message. On en a eu beaucoup les derniers temps. Il y a eu des jolies vagues d'envoi de messages comme ça pour des pénalités manuelles, pour liens factices ou d'autres actions de ce genre. Donc là, c'est pareil. Si, entre guillemets, vous n'avez pas accès à la Search Console, si vous n'avez pas mis en place votre système d'alerte, vous pouvez vous pouvez passer à côté, entre guillemets, de la raison pour laquelle vous avez vu votre trafic baisser. Si vous suivez vos stats, vous allez voir que oui, votre site, il a pris une claque, il a disparu, vous ne faites plus le trafic naturel que vous faisiez avant. Maintenant, il faut étudier le pourquoi. Quand vous tombez sur un message comme ça, vous avez déjà une grosse piste. Donc Google va vous donner des indications sur la raison de la pénalité et sur ce qu'il faut faire. Les types d'actions manuelles qui sont infligées par Google, donc on a les fameux liens artificiels vers le site et qui a un impact sur les liens. On a les liens artificiels vers votre site. On a les liens artificiels sur votre site, c'est-à-dire que là, c'est vous qui, entre guillemets, êtes coupable de faire des liens vers d'autres sites de manière non naturelle. Ça peut être du piratage de sites, ça peut être du spam pour contenu peu informatif. Si vos pages sont vides de sens ou n'apportent strictement rien à l'internaute, si on a de l'autogénération de contenu, on peut très bien avoir ce genre de message. Pour du spam agressif, pour du spam qui est généré par l'utilisateur, des techniques de cloaking qui sont hors guidelines,
mais aussi pour ce qui est du texte caché ou accumulation de mots-clés, donc ce qu'on appelle le keyword stuffing par exemple, des hébergeurs gratuits associés à du spam, ou encore si vous avez fait les petits malins avec le balisage structuré pour vous donner on va dire un petit boost visuel dans les SERP. Ça a été une grande mode aussi, ça, pendant un moment, de se faire apparaître les fameuses petites étoiles jaunes de vote des utilisateurs sous ces résultats pour dire de ressortir par rapport à la concurrence. Et forcément, ça a augmenté votre taux de clic dans les SERP. Une façon donc d'y remédier, c'est par la Search Console aussi que vous pouvez accéder à l'outil pour désavouer les liens. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou pas. En clair, si vous vous rendez compte que des personnes mal intentionnées ont fait des liens vers votre site, vous pouvez répertorier ces liens, les inclure dans un fichier, et par le biais de la Search Console, les envoyer à Google. Ça va avoir pour effet de dire à Google, voilà, ces liens-là, je ne veux pas que tu les prennes en considération pour mon site, ils sont pourris, j'en suis pas responsable, ou j'ai fauté, ou ce que tu veux. Voilà. Mais voilà, il faut ne pas qu'il en tienne compte. Une autre façon d'utiliser la Search Console, ça va être pour améliorer votre site. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Search Console, elle se comporte... la Search Console, c'est, on va dire, le rendu visuel des crawlers de Google. Les petits robots passent sur votre site, ils récupèrent tout un tas de data, et vous pouvez y avoir accès ici. Donc dans les améliorations HTML, il y a tout un tas de choses sur lesquelles vous pouvez jouer. Si elles sont ici, c'est que Google doit forcément plus ou moins en tenir compte, avec des pondérations plus ou moins importantes. Mais voilà, on vous le dit, quand vous faites une page, il faut que votre page ait un titre qui soit unique. Si vous avez 50 pages avec 50 fois le même titre, à mon avis, il y a un problème quelque part. Soit vous avez fait du duplicate et vous parlez 50 fois de la même chose, auquel cas il n'y a strictement aucun intérêt. Soit ça peut être des problèmes de configuration ou de choses comme ça. Donc, allez faire un petit tour sur votre Search Console, vérifiez si tout est à 0 de votre côté. D'ailleurs, si tout est à 0, vous n'allez pas avoir ça. Vous allez avoir un petit message comme quoi, en gros, aucune amélioration HTML n'a été détectée sur votre site. Donc, quand vous avez ce message-là, c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi vous en servir pour la vérification du ciblage international. De plus en plus de sites maintenant fonctionnent, entre guillemets, en France, à l'étranger. Ça a toujours été un débat, comment est-ce qu'on le gère? Est-ce qu'on le fait en sous-domaine? Est-ce qu'on le fait en sous-répertoire? Est-ce que si j'ai mon site en .fr qui est en français, est-ce que ça ne va pas être considéré comme du contenu dupliqué avec mon site qui est en .be, donc en Belgique, mais en langue française? Maintenant, ça fait déjà un petit moment quand même, Google vous donne les clés pour le faire. Ça se passe avec la balise hreflang, pardon. Vous déclarez directement à Google que ok, ce site-là, c'est entre guillemets une copie conforme et qui est située par exemple en Belgique. Donc, n'en tient pas compte, ne me pénalise pas pour avoir retrouvé plusieurs fois le même contenu ailleurs. C'est normal, ce site nous appartient. Au niveau de l'ergonomie mobile, alors, on ne peut pas vérifier si votre site est mobile-friendly par la Search Console. Il y a un outil dédié chez Google. D'ailleurs, j'ai dû vous mettre le lien après. En revanche, la Search Console vous remonte un tas de données elles sont vraiment plus axées, on va dire, du côté de l'utilisateur. Des éléments tactiles qui sont trop proches, ça va pouvoir influer sur le comportement de l'utilisateur. Si vous avez deux boutons qui sont tout petits, collés l'un à côté de l'autre, quand vous avez des paluches un peu comme les miennes, parfois, pour choisir le bon bouton, vous galérez. Que ce soit ça, dans un menu ou des choses comme ça. Là, vous provoquez en plus une frustration de votre utilisateur. Il va se dire, OK, ce site-là, il est mal fait, je ne peux même pas aller sur la page que je désire. C'est un sacré bazar. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont listés comme ça. Chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous avez des informations supplémentaires qui vont apparaître, à savoir les pages qui sont concernées, tout ce que vous allez pouvoir faire pour améliorer, les outils pour le vérifier, etc. Google peut aussi vous avertir via la Search Console que vous bloquez des ressources et que ça lui plaît moyennement. Je ne sais plus, je crois que c'était en début d'année, Vincent, je ne sais plus, tu me diras peut-être, tu me corrigeras. Que Google a annoncé officiellement qu'il fallait ne plus bloquer les fichiers CSS, les fichiers JS, etc.
il veut que Google ait le même rendu, entre guillemets, visuel qu'un internaute. Donc, du coup, maintenant, vous pouvez vous retrouver avec des petits messages comme ça. Là, on voit que j'ai 253 éléments qui sont bloqués. Ça vient d'un fichier CSS que j'ai dû bloquer, à mon avis, dans mon robot TXT ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là, Google vous dit non, laissez-moi accéder pleinement à votre site, je veux voir à quoi ressemble votre site, comment vous le présentez à un internaute. Pour tout ce qui va être aussi les données structurées, il y a un outil dédié également, mais vous avez tout un tas d'infos qui remontent dans la Search Console. C'est nettement plus pratique, on va dire, à suivre. Vous avez un suivi sur la durée. Donc vous pouvez voir si vous avez demandé à implémenter des balises pour ce qui est par exemple schema.org par rapport aux auteurs, si vous avez des votes, des prix, des choses comme ça. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les données structurées et pour enrichir les résultats de recherche. Donc c'est grâce à ce genre de choses-là que vous pouvez voir apparaître soit les petites étoiles, soit que le produit est à tel prix, qu'il est encore en stock, qu'un tel a donné son avis, etc. Donc là, pareil, une fois que vous regardez dans l'onglet données structurées, vous avez le listing des erreurs qui sont rencontrées. Chaque fois que vous cliquez sur un problème particulier, derrière, ça vous rebascule vers les pages qui sont concernées. Ça vous explique ce que vous avez fait de travers ou ce qui n'a pas été fait sur ce point précis. Pour moi, la Search Console, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est nécessaire. Je trouve ça un petit peu bête, vu le temps que ça prend, de ne pas mettre son site sur la Search Console. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante parce que pour moi, il y a beaucoup de limites qui ne me plaisent pas parce que parfois on a besoin d'avoir une information immédiatement et ce n'est pas tout le temps le cas avec la Search Console. Notamment par rapport à la fraîcheur des résultats remontés. Si je ne dis pas de bêtises, la Search Console, elle n'est pas gérée que par une seule équipe. Il y a plusieurs modules qui sont gérés par plusieurs équipes. Vous avez des délais qui sont différents sur la remontée des informations selon la section de la Search Console dans laquelle vous allez vous retrouver. Par exemple, alors les dates sont, on va dire les données sont fictives, mais vous pouvez très bien regarder vos liens. Les liens ne vont peut-être apparaître que 2 semaines dans vos Search Console après qu'ils soient réellement apparus sur le web. Vos erreurs HTML, peut-être que, je ne sais pas, vous faites une refonte de site, vous poussez votre site en prod, vous allez voir directement sur la Search Console, il vous dit que tout est OK, c'est bon, il n'y a pas d'erreur 404, tous vos titles sont nickel, etc. Sauf qu'en fait, vous venez de pousser le site en ligne, Google n'a pas eu le temps de repasser là-dessus. Conclusion, vos infos qui sont dans la Search Console sont périmées. Ça peut être aussi à l'inverse, c'est-à-dire que Google peut vous afficher quelque chose, mais que vous avez déjà corrigé. D'accord? Donc, en gros, il ne faut plus en tenir compte. Je suis consultant SEO, donc un peu parano. Je me pose toujours la question de est-ce que Google, au travers de la Search Console, me montre réellement tout ou uniquement ce dont il a envie. On peut avoir des besoins spécifiques quand on fait un audit de site, vérifier tout ce qui peut être le balisage, les images, le contenu. Il y a des recoupements qui sont impossibles dans la Search Console. Vous avez plein d'infos, mais qui sont dans des onglets, par exemple, séparés. Et quand vous voulez regarder 2 onglets en même temps, ce n'est pas faisable. Vous ne pouvez pas directement associer 2 data pour vérifier s'il y a une corrélation ou une causalité entre ces deux-là. Donc tout ça, c'est toutes des choses qui font que je me sers beaucoup de la Search Console, mais je ne m'arrête pas là parce que ça ne peut pas me suffire, pour toutes les raisons qu'on vient de voir. La fraîcheur de lien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on fait appel à vous pour une pénalité pour lien factice, la procédure, c'est il faut nettoyer les liens qui pointent vers votre site. Donc on passe, entre guillemets, la procédure à faire. Mais si on se base que sur les liens qui sont remontés par la Search Console, on va forcément passer à côté d'autres liens qui ont été créés récemment. Si si la Search Console met 2 semaines ou 5 jours à faire apparaître les liens, peut-être que dans les 5 jours qui sont passés, j'en ai reçu plein de nouveaux qui sont tout aussi pénalisants et pour lesquels je vais passer à côté. Du coup, il faut coupler ça avec d'autres outils. Pour ce qui est donc des limites, comment les combler? Il y a plusieurs solutions. Il faut utiliser des crawlers externes.
à Google. Alors, je mets celui-ci qui est quand même assez vieillissant maintenant. Il a l'avantage d'être gratuit. Donc voilà, quelqu'un qui a un petit site qui ne veut pas investir ou juste pour une vérification, ça peut potentiellement faire le job. Par contre, c'est assez limité. Vous avez des solutions qui sont payantes, comme Botify, OnCrawl, DeepCrawl. Vous avez Screaming Frog, qui lui est plus sur un modèle freemium. Vous avez une version gratuite, une version payante. Avec la version gratuite, vous êtes limité à l'analyse de 500 URL. Avec la version payante, vous pouvez crawler entièrement votre site. Je mets quand même un petit bémol. Si vous avez des sites à très forte volumétrie, il faut oublier Screaming Frog et passer sur d'autres crawlers, n'est-ce pas? Oui. Quand tu passes on va dire déjà rien que... Alors, le discours officiel de Dan, qui est le créateur de Screaming Frog, dit que les sites qui font plus d'1 million d'URL, ça ne pose pas de soucis, etc. Si ceux qui ont Screaming Frog, qui ont déjà essayé de crawler des sites de plus d'1 million d'URL, c'est quand même assez fréquent que tu rencontres des problèmes, soit de mémoire, soit autres. Donc voilà, je pense qu'on va dire, allez, jusqu'à des dizaines de milliers, centaines de milliers, ça peut encore faire le job. Après, il faut vraiment s'orienter vers d'autres outils, plutôt dans les Botify, les OnCrawl, etc., qui, eux, vont nettement être plus performants sur ce genre de choses-là, quoi. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la fraîcheur des liens, il y en a d'autres, des outils. Les deux, on va dire, les plus connus et peut-être les plus utilisés, Ahref et Majestic, ils sont payants. Enfin, si vous voulez vraiment l'utiliser, c'est payant. Vous avez toujours un petit aperçu en gratuit, mais voilà, si demain vous devez faire un audit de netlinking et voir quels sont les liens qui pénalisent votre site, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir passer par un outil dans ce style-là. Donc Ahref, Majestic, l'avantage c'est que leur base de données est bien plus fraîche que celle de Google, du moins que ce que nous affiche à nous Google. Voilà, donc typiquement quand on me demande une prestation de nettoyage de liens pour faire une levée de pénalité, je regarde ce qu'il y a dans la Search Console, parce que si vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir des liens qui sont dans la Search Console mais qui n'apparaîtront pas dans ces outils-là, si les liens ont été cloqués par exemple. Après, moi, j'enrichis entre guillemets les infos de la Search Console avec les infos de Ahref et de Majestic pour recouper. J'ai fait le test avec d'autres SEO avec qui on n'était pas d'accord que utiliser seulement cet outil-là, ça suffisait, etc. On a pris des sites au hasard et enfin des sites au hasard, non pas tout à fait au hasard, parce qu'il fallait qu'on ait un accès à la Search Console. Mais on a pris des sites qu'on avait en gestion dans la Search Console, donc soit des nôtres, soit ceux des clients, et on a regardé le nombre de liens que les différents outils nous remontaient. Il n'y a pas un seul outil qui remontait les mêmes liens, on n'est jamais tombé une seule fois d'accord sur tous les sites qu'on a étudiés. Voilà, donc la preuve qu'il faut, entre guillemets, entrecouper les sources. Avec ce qu'on a vu, on peut arriver à se faire ce que j'ai appelé une arme d'optimisation massive en couplant la Search Console, Google Analytics, Screaming Frog et Excel. Alors vous allez me dire Excel, c'est un peu old school. Pour plein de choses en SEO, c'est encore hyper pratique. Et vous avez un rendu et un visuel, enfin vous avez directement ce que vous voulez sous les yeux plutôt que de passer par du dev. Si vous avez déjà les outils pour, tant mieux. Quelqu'un qui doit commencer demain, juste avec ça, vous pouvez faire déjà un gros travail. Ça consiste en quoi? Donc, j'en reviens. Donc, voilà. Screaming Frog, il est payant. Je ne sais plus, le prix il doit être à 150 € à l'année, je crois, ou quelque chose, même pas, moins 119 $? Okay, 99 bon, à l'année. Donc voilà, quand on a des sites en gestion, je pense que c'est pas énorme. Si vous en êtes à regarder pour dépenser 99 $ ou de 99 €, c'est qu'il y a un petit souci, ça ne va pas le faire pour la suite. Donc une fois que vous avez Screaming Frog, avec les dernières versions qui sont sorties, on a la possibilité de plugger dessus les API Analytics et Search Console. Pardon. Ça veut dire qu'en fait, vous auditez votre site, vous rentrez l'URL de départ du site à étudier, vous lancez le crawl. Pour chaque URL, Screaming Frog va faire tout ce qu'il faisait déjà avant, c'est-à-dire qu'il va aller vous ramasser
tous les titles de vos pages, toutes les métadescriptions, le nombre de mots, les liens sortants, les liens entrants, le poids de la page, le temps d'affichage, enfin bref, tout un tas de data qui sont utiles et qui peuvent impacter vos positionnements et votre visibilité sur le web. Il fait ça. Maintenant, une fois qu'il a l'URL, il va directement interroger via l'API Google Analytics pour récupérer les infos Analytics de cette URL. Et donc là, tout ce que vous avez dans Analytics, vous allez pouvoir le remonter aussi directement dans Screaming Frog. Donc, visite, bounce rate, enfin tout ce que vous avez, vous pouvez le remonter. Avec la Search Console, ça c'est la petite nouveauté qu'ils ont mise en place fin d'été, si je ne dis pas de bêtises. Il va aussi, pour la même URL, interroger la base de données de la Search Console et remonter les informations qui sont présentes pour celle-ci. Donc vous allez avoir le CTR de cette page, vous allez avoir le nombre d'impressions, le nombre de clics qu'elle a reçus, tout un tas de choses comme ça. Pourquoi faire ça? Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas avoir, par exemple, dans la Search Console. Vous n'avez pas une vision globale pour un élément donné, à savoir une URL. Là, une fois que vous avez fait votre export directement dans Excel, vous allez vous retrouver avec une URL par ligne. Et sur cette ligne-là, vous allez retrouver toutes les informations concernant cette URL. Alors vous allez me dire pourquoi étudier ça de cette manière. Quand on est dans le SEO, on cherche tout le temps, entre guillemets, à comprendre qu'est-ce que Google aime, comment faire plus de trafic, pour évidemment générer plus de vues, plus de gains, etc., ce qu'on veut derrière. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez galérer, entre guillemets. On peut le faire, on peut aller chercher des infos ici, les exporter, aller les chercher ailleurs, les exporter, il faut faire tous les recroisements, etc. Là, il vous le fait directement, c'est une des manières de le faire, il y en a d'autres. Mais vous allez pouvoir directement, ensuite, comparer, par exemple, deux URL. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, deux articles écrits par deux mêmes personnes ne font pas le même trafic? Pourquoi est-ce que deux pages qui sont positionnées toutes les deux en deuxième position sur le top mot-clé que l'on visait, pourquoi est-ce qu'on en a une qui a 17% de taux de clic et que l'autre elle a 3%, alors qu'elles sont pourtant toutes les deux en deuxième position sur leur mot-clé? Donc voilà, on peut faire remonter un tas d'informations comme ça. Des exemples pour être un petit peu plus précis. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous. Vous gérez un site, vous avez des rédacteurs dessus, vous leur donnez toutes les consignes, etc. Moi, je sais que j'aime bien savoir ce que font les personnes qui bossent pour moi, pas forcément pour les fliquer, mais pour toujours essayer d'en tirer le meilleur, entre guillemets, à la fois pour eux et aussi un petit peu pour moi, pour le site. Donc, une fois que vous avez exporté toutes vos datas sur Excel avec des filtres, c'est hyper facile de voir exactement qu'est-ce qui se passe, pour quelle page. Vous pouvez dégager des tendances, vous pouvez un petit peu affiner votre perception de l'algo, par exemple, de Google. Là, c'est un exemple que j'ai tiré sur un site. On voit par exemple que sur mes 5 rédacteurs, j'en ai une, Stéphanie, à elle seule, elle me génère 37% des visites naturelles sur le site. Logiquement, s'ils bossaient tous à peu près pareil, ça devrait être équitable. Donc là, on voit qu'il y a clairement une des personnes qui se dégage, suivie de près par Michael. Voilà. En gros, on voit que Eric fait 3 fois moins de trafic naturel que Stéphanie. Personnellement, ils sont payés la même chose, donc j'aime autant avoir 2 Stéphanie plutôt qu'une Stéphanie et un Eric. On peut comparer, essayer de trouver du moins des explications avec ça. Donc là, le premier graphique, celui de gauche, on a fait une étude entre la moyenne du taux de retour dans les SERP couplé avec le nombre de liens présents dans l'article. D'accord ? En gros, je veux savoir combien de personnes sont arrivées sur cet article et sont reparties directement, ou alors combien sont arrivées sur cet article et ont visité d'autres pages de mon site. Donc ça, vous pouvez me dire, on peut le faire via Analytics, ok? Mais par contre, vous n'allez pas pouvoir forcément l'associer facilement et rapidement avec vos auteurs. Et donc, quand on couple ça, on se rend compte que Stéphanie, elle a, on va dire, le taux de rebond le plus faible qui se situe à, je ne sais pas, on va dire 37%,
Et en même temps, je vois que Stéphanie, dans ses articles, c'est elle qui fait le plus de liens vers d'autres pages ou d'autres articles du site. En clair, elle a pondu son article. Dans une phrase, elle a parlé d'un sujet qui a déjà été traité quelque part sur le site. Elle a fait un petit lien. C'est hyper utile pour l'internaute parce qu'il va pouvoir directement suivre ce lien et aller prendre un petit peu plus d'informations sur la page qui a été linkée de cette manière. En plus, vous augmentez votre maillage interne pour les crawlers de Google, c'est pas plus mal non plus. À droite, j'ai fait le comparatif de la moyenne des mots par article, par rédacteur. Là, on voit que Stéphanie, elle se dégage clairement des autres, elle a plus de 2000 mots par article, là où d'autres sont, à, je sais pas, peut-être à 400 pour Eric. On a tout un panel comme ça. En analysant toutes ces datas, tout ça, vous pouvez l'avoir directement sur une seule ligne, juste avec Excel. Donc, vous allez pouvoir dégager les tendances et faire des tests. Eric, il ne fait pas assez de mots. On a vu que tout à l'heure, c'était lui qui faisait le moins de trafic. On peut peut-être lui demander de produire des articles un petit peu plus consistants. On a vu que le nombre de liens au sein de l'article, à condition qu'ils soient toujours pertinents, influençait aussi. On peut peut-être demander à Eric de faire un petit effort et de regarder les sujets connexes à son article qu'on a déjà traités. On peut faire des choses comme ça. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Voilà, je l'ai donné tout à l'heure l'exemple. Quand vous avez deux pages qui sont toutes les deux deuxièmes sur chacune leurs mots-clés, et que vous en avez une qui a 18% de CTR et l'autre qui a 3%, il y a forcément quelque chose qui cloche. Autant si on étudiait simplement le trafic, on pourrait se dire, OK, le mot-clé, celui-ci est plus recherché que les autres, mais là, ce n'est pas ça. C'est juste la proportion de personnes qui ont cliqué sur la page. Donc ça, on peut facilement l'étudier. On regarde, au bout de notre ligne, on a notre CTR. On peut directement regarder plus en amont, qu'est-ce qui a été fait ou pas fait. Celle qui a un CTR haut, je vais voir que, tiens, bizarrement, elle a fait un title qui est assez punchy, assez attractif. Eric, qui lui avait un CTR super bas, il s'est contenté de balancer un mot-clé dans le title et puis roule, quoi. Voilà, donc ça, clairement, vous comme moi, quand on se promène dans les SERP, quand on fait une recherche, on est forcément influencé par la manière dont nous est proposée, entre guillemets, une information. Il y a des titres qui sont plus racoleurs que d'autres, qui vont plus inciter à clic. C'est ce qu'il faut essayer de dégager de tendances comme ça. Donc voilà, les titles pas assez aguicheurs, des absences de métadescription. Il y a tout un tas d'éléments, entre guillemets, qu'on peut faire comme ça. Le truc qui est intéressant à faire, c'est de faire des comparatifs avant-après. Une fois que vous avez identifié les problèmes, vous allez pouvoir tenter d'apporter des solutions. Vous mettez ça en place, vous demandez à Eric de refaire ses articles, de faire un peu plus de volume, de mettre plus de liens dans ses articles pour que l'internaute puisse aller compléter son information, etc. Vous faites ça pendant un mois. Le mois d'après, vous refaites un crawl avec votre outil et vous allez pouvoir comparer vos deux bases de données, entre guillemets, et voir si les actions que vous avez mises en place, elles ont vraiment impacté quelque chose sur votre trafic et sur votre visibilité. On peut faire plein de jolis graphes, comme on a vu. Il y a quelque chose qu'on suspecte, entre guillemets, d'influencer aussi pas mal, on va dire, les positionnements, ou d'ajuster les positionnements, c'est le fameux bounce rate, le taux de retour dans les SERP. Personnellement, je pense que Google, par rapport à ses pages à lui, est capable d'identifier un internaute qui va sur un résultat, qui revient sur ses pages pour aller chercher ailleurs l'information qu'il cherchait. Ça envoie forcément un signal à Google comme quoi l'internaute n'a pas forcément trouvé l'information qu'il cherchait sur ce site-là. Donc si c'est un cas isolé, si c'est un visiteur, pourquoi pas. Si c'est une grosse tendance qui se dégage, Google va peut-être se dire « Ok, celui-ci, il est positionné deuxième, tout le monde repart du site et va chercher ailleurs. Est-ce que ce site-là répond forcément bien à l'internaute ?» Du coup, peut-être que on va dire que le classement va être ajusté et que le troisième qui, lui, chaque fois qu'un internaute allait dessus, restait plus longtemps et ne revenait pas dans la SERP et va se dire « Ok, finalement, le troisième résultat est peut-être meilleur, répond plus à l'utilisateur que le deuxième. Du coup, on va peut-être avoir une inversion des deux positionnements. » Donc ça, on peut l'étudier.
Il suffit de regarder quel rédacteur, par exemple, a un taux de retour dans les SERP les plus importants. D'accord? Donc on voit que Eric, il explose tout parce que, je sais, on a vu tout à l'heure les causes, ces articles sont super courts, ils ne donnent pas d'informations pour aller voir ailleurs. Peut-être que là, il y a une chose qu'on ne peut pas étudier, c'est la qualité du contenu. D'accord? On ne peut pas dire que le texte est mal rédigé, bien rédigé, ou qu'il intéresse ou pas l'internaute. Enfin, d'un point de vue, on va dire, français, sémantique, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas étudier. Par contre, les autres facteurs, on peut les remonter de cette manière. J'ai peut-être été un peu vite. Je n'ai aucune notion de l'heure. Moins 10 ? Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, des interrogations, je ne sais pas, je suis à votre écoute. Oui. Merci. Tu nous parles du CTR. Si j'ai bien compris, c'est systématiquement dans le couplage de, par exemple, Screaming Frog avec Search Console et GA. Oui. Donc tout ce que tu as dit par rapport à l'analyse du CTR, il est récupéré par ce biais-là. Le CTR, tu l'as directement dans la Search Console. Oui, mais pas par page. Donc pas par individu. Par auteur. Je t'ai pas suivi. Le CTR, oui. Si je ne m'abuse, le CTR que tu as, tu l'as pas par page dans la Search Console. Dans la Search Console, si, tu l'as par page. Par page? Oui. Où ça? Quand tu... J'ai pas la Search Console, mais si tu as un accès... Ouais. J'ai un accès. Parle plus fort, Paul, s'il te plaît. De base, normalement, au niveau des mots-clés, vous devez avoir une partie mots-clés et vous devez avoir page de destination. Et sur page de destination, vous devez avoir les paramètres. Avec CTR. Là, vous triez par URL et pas par mots-clés, du coup. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc une fois que tu as ça, après, tu fais simplement une moyenne sous Excel en identifiant de faire la moyenne uniquement si le rédacteur, c'est Stéphanie, etc. quoi. Ok. J'avais une autre question qui concernait sur quel moteur il analyse dans ce cas-là. Notamment, on a parlé de l'international. Il donne des résultats et dit « Analysez vos performances dans la recherche Google. » FR, com, de quoi on est en train de parler en fait? Ça va être par rapport à ton moteur par défaut. Si ton site il est en français, logique. Enfin, si tu as défini la cible de ton public pour la France, tes recherches, tu peux les faire sur le .fr. Mais après, par rapport aux erreurs de ciblage avec les hreflang, c'est ça Le hreflang, en l'occurrence, n'est pas encore en place. Mais quand je regarde l'analyse de la recherche, par exemple, comme tu viens de nous montrer, on a des CTR, on a un certain nombre d'informations dont il a écrit résultats de la recherche sur Google, mais en fait, ça ne sera pas les mêmes résultats, pas les mêmes positions, pas les mêmes CTR, pas les mêmes choses. C'est une moyenne qui est faite, je ne sais pas, ça faudrait peut-être demander, mais il me semble que ça doit être une moyenne des moteurs utilisés par les personnes qui sont venues sur ton site. Après, si ton site il est franco-français, entre guillemets, et pour un public français, je pense que voilà, la tendance ce sera plus sur le google.fr. Après, tu as toujours des personnes en Belgique ou ailleurs au Canada qui feront des recherches également, quoi. Merci beaucoup. De rien. Oui. Oui, il y a eu une information récente, et on n'a pas parlé de l'onglet requête, qui est quand même très intéressant. Qui va migrer sous Analytics, c'est ça? On n'aura plus d'informations en fait, sur les mots-clés dans l'onglet requête de Tools. Donc ça rejoint un peu la question du node provided sur Analytics. Donc en fait, on a de moins en moins d'informations, quoi, en fait, a priori. Est-ce que ça va vraiment disparaître? Alors, je ne suis pas chez Google, je ne peux pas le dire. J'ai vu l'information, très honnêtement, je n'ai pas eu le temps de lire l'article en détail. Il me semblait que ça allait disparaître de la Search Console, mais qu'on allait pouvoir retrouver plus ou moins peut-être un équivalent dans Analytics. À Analytics, on est à 90-95 de node provided, donc je ne vois pas comment... En fait, quand tu peux coupler ta Search Console avec Analytics pour faire remonter tes mots-clés. Ouais, bien sûr. Si j'ai bien compris l'article, parce que je l'ai lu en diagonale, donc je mets des gros bémols, on aura encore, je crois, ces informations-là
dans Analytics, donc les mots-clés qui étaient dans les requêtes qui étaient dans la Search Console, mais on ne les trouverait plus dans la Search Console. À prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas rentré dans le détail, je n'avais pas le temps. Donc, mais oui, normalement, elles doivent disparaître le 16 octobre, si je ne dis pas de bêtises, je crois, de la Search Console. Donc le 16 octobre, on saura si on les retrouve toujours dans Analytics ou pas. Qui c'est qui avait une question? Demoiselle en blanc, je crois. D'accord. Malheureusement, non. Maintenant, les mots-clés, on aura de moins en moins d'informations dessus. Logiquement, on sait à peu près, avec telle page, on cible tel mot-clé. Mais voilà, on va tourner autour d'un univers, mais clairement, on n'aura plus ce qu'on a connu avant le not provided, à savoir, voilà, que tel mot-clé, là, il a fait tant de pourcentage de visites sur notre site, etc. Bah, oui et non. Si tu veux faire d'un point de vue finesse, oui. Après, tu auras toujours l'information de savoir que ta page, si elle draine plus de trafic ou pas. Si tu continues à travailler, que tu vois que ton trafic il continue d'augmenter sur cette page-là, logiquement, ça veut dire que tu as bien bossé. Après, je suis d'accord avec toi, on n'a plus du tout la granularité qu'on avait avant. Typiquement, une page, elle peut très bien prendre une claque complète sur un mot-clé, et par contre, qu'on en ait une petite constellation d'autres qui remontent, et du coup, on ne verra pas forcément apparaître de prime abord que sur ce mot-clé-là, on a disparu. Après, il faut utiliser des outils alternatifs pour vraiment là traquer son positionnement sur tous les mots-clés. Et ça, tu peux le faire, tu peux le coupler directement avec ce genre d'analyse aussi, quoi. Tu fais des exports par rapport à tes URL, etc., quoi. Les outils en question, il en existe tout plein. On a quoi en français? On a Ranks. Il y a Advanced Web Ranking que j'aime bien, qui n'est pas limité. Enfin, qui n'est pas limité. Dans la version desktop, il n'est pas limité. Par contre, il y a une version cloud où là, tu es limité en nombre de mots-clés. Mais je crois que ça doit être 50 000 mots-clés. Donc ça peut déjà répondre à pas mal. Yoda. Oui, ils sont tous payants. Après, bon, ça va de... je ne sais plus les outils, mais je crois que la première licence, par exemple, pour Advanced Web Ranking, elle doit être autour de $100, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est encore pas énorme. Après, tout dépend de l'utilisation qu'on en a derrière, quoi. Oui. Attends, je suis désolé, tu peux lui donner le micro parce que je n'ai pas entendu. J'ai déjà eu la réponse par le monsieur. Du coup, je demandais si ce serait possible d'avoir la présentation sur le Meetup. Oui, merci. Pas de souci. Vous aurez du coup tous les liens qui étaient inclus dedans. Bien. D'autres questions ou pas? Peut-être que Raphaël, tu vas pouvoir nous parler de ton VLC? Oui. Donc j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. J'ai lancé ça il y a 4 ans par rapport à un constat personnel. Il y a plein d'events qui sont super sympas. La grosse problématique, c'est qu'ils sont pas exclusivement, mais ils sont quasiment toujours sur Paris. Je ne suis pas parisien, je suis indépendant, ça veut dire qu'il faut que je pose, il faut que je prenne des jours. Quand je suis sur les événements, je ne bosse pas pour les clients, ça engendre des coûts, etc. Et du coup, j'avais lancé l'idée comme ça un jour sur Twitter, à savoir est-ce que ça intéresserait des gens de faire un webinar, c'est-à-dire exactement les mêmes conférences que l'on retrouve dans les grands événements, sauf que là, tout le monde peut y assister directement de chez lui, donc ça supprimait plein de coûts, il n'y a pas de problème de déplacement, d'hébergement, de restauration, tout ce que vous voulez. Voilà, donc le concept est parti d'ici. Ça va se dérouler le 15 et 16 octobre, la prochaine édition. Ça dure 2 jours, il y a 15 conférenciers. On a 15 thèmes différents qui sont abordés. Ça va de l'AdWords, entre guillemets, du SEA. On passe par le SEO. On va avoir une intervention sur le e-commerce, sur quelque chose de très ciblé, à savoir par exemple l'utilisation des filtres à facettes, qui peut être problématique. J'ai la chance d'accueillir une googleuse cette année, qui s'appelle Zineb, donc qui pourra répondre directement à toutes vos questions.
On a des séances de questions-réponses libres, c'est-à-dire qu'on a deux intervenants qui sont très réputés dans le milieu du SEO, à qui vous allez pouvoir poser toutes les questions et qui vont répondre sans langue de bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis tout à fait conscient que passer 2 jours devant un ordi, ça peut être totalement rebutant pour certains. Les conférences sont enregistrées en vidéo et du coup, vous les avez, vous pouvez les regarder après quand vous voulez. Et c'est ce que je vous disais, j'ai fait un petit truc spécial pour les participants du GDG où ça vous fait la place pour les 2 jours à 150 € au lieu de 190 €. C'est un petit geste pour les participants. Merci beaucoup, Raphaël. De rien. Alors évidemment, Raphaël va rester un petit peu dans l'après-midi, on aura des pauses et si vous avez oublié une question, vous vouliez lui poser, vous pourrez